Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Remerciements. Les auteurs tiennent à exprimer leur reconnaissance à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de cet ouvrage. Il s'agit entre autres de à tous et à chacun, nous disons merci. Les auteurs. Abréviation. Préface. La bonne gouvernance se caractérise entre autres choses par la garantie offerte aux citoyens d'accéder facilement à l'information, qui reste un des droits fondamentaux de l'homme. C'est une exigence de la démocratie participative dont la transparence est un des éléments fondamentaux. Dire le vrai aux gouvernés sur ceux qui ont la charge des affaires de leur pays, et sur les tenants et aboutissants de leurs actions, est à cet égard un impératif auquel des animateurs d'institutions publiques dignes de ce nom se doivent de sacrifier. C'est le but poursuivi par la production du présent ouvrage, en guise de réplique à un livre intitulé « Les Congolais rejettent le régime de Kabila », distribué récemment à partir de l'étranger par quelques compatriotes dont on peut raisonnablement douter de la bonne foi. Produit par un groupe de témoins de l'histoire immédiate au ministère de la Communication et Médias, c'est une compilation de mises au point et de contre-analyses reflétant la vision de l'exécutif congolais, qui partage ses réponses à certains aspects du livre susmentionné jugés non conformes à la réalité vécue par les Congolais sous le leadership de Joseph Kabila Kabange, le 4e président de la République démocratique du Congo. C'est en même temps l'occasion d'un compte-rendu à la nation et au monde, sur la palpitante action de stabilisation et de normalisation en cours dans ce pays que d'aucuns avaient, il n'y a pas si longtemps, résolu de rayer de la carte dans ses frontières héritées de la colonisation. Je me félicite du fait que les réflexions qui suivent accompagnent les récits historiques de l'avènement du système politique et de l'organisation socio-économique en place dans le pays, ainsi que la description des actions et des projections ambitieuses que l'administration Kabila a élaborées pour permettre à la RD Congo d'atteindre l'émergence dans un avenir prévisible. L'historique des interrelations des acteurs passés et présents des ainsi dites actions et projections avec les structures institutionnelles étatiques et la communauté internationale occupe une place importante dans la compilation. Elle permet une mise au point sur quelques contre-vérités contenues dans l'ouvrage objet de la réplique. C'est l'expression du devoir de redevabilité grâce auquel les citoyens peuvent voir ceux qui animent leurs institutions publiques s'exprimer de manière transparente sur leurs prestations. Justice peut de la sorte être faite à la République démocratique du Congo et à ses dirigeants qui sont devenus les cibles privilégiées d'attaques pas toujours loyales, auxquelles ils sont en droit de riposter légitimement dans le but d'informer objectivement le public en temps utile sur leurs actions et programmes d'action qui sont trop souvent, et trop gratuitement, méconnus et galvaudés. Cet ouvrage qui donnera aussi à ses lecteurs une idée du niveau et de la qualité réelle des relations qui existent entre la RD Congo et le reste du monde est une nécessité, car comme le rappelle Paul Valéry, nous pensons tous sur les pensées des autres. En peu de mots, le Congo démocratique moderne est fondé à démontrer qu'il est engagé, comme toutes les autres nations du monde, dans une quête volontariste d'un développement intégré et de l'émergence à plus ou moins brève échéance. Une ambition qui n'est pas sans conséquence car sa situation géostratégique, sa population, ses potentialités le prédisposent tout naturellement à jouer un rôle phare au cœur de l'Afrique. Les évolutions prometteuses des paramètres macroéconomiques du pays, confirmées par diverses statistiques, nonobstant des défis sécuritaires lourds et un environnement financier mondial précaire attestent de ce que le président Joseph Kabila a été bien inspiré de faire en sorte que le pays prenne lui-même son destin à bras-le-corps. Que les auteurs de Joseph Kabila et le réveil du géant, le regard des uns et des autres, apprennent au lecteur, c'est que, à contrario des projections pessimistes répandues dans l'ouvrage, les Congolais rejettent le régime de Kabila. La RD Congo devient de plus en plus une success story grâce à Joseph Kabila et à son gouvernement qui s'efforce avec détermination à mettre en œuvre les réformes nécessaires pour une croissance forte et durable. Entrer dans le peloton de l'économie mondiale. Faire du Congo un pays modernisé, créatif et profondément attaché aux valeurs démocratiques. Enfin, renforcer la paix et la sécurité. En tout état de cause, au-delà de la polémique,
ce débat par publication interposée présente l'avantage de vivifier la démocratie congolaise qui, mettant face à face des opinions de Congolais sur leur pays, s'inscrit dans le droit fil d'une des dernières recommandations de l'inoubliable héros national Patrice Emery Lumumba pour qui l'histoire du Congo ne doit être écrite que par les Congolais eux-mêmes. Augustin Matata Ponyo, Mapon. Premier ministre de la République démocratique du Congo. Avant-propos. Lambert Mindo Malanga. Un recueil de pamphlets au vitriol écrit avec des plumes trempées dans les miasmes nauséeux d'une haine revancharde, signé par une dizaine d'exilés anticabilistes en Europe et aux États-Unis d'Amérique, est proposé au public depuis quelques semaines en format papier et via la toile. Il est intitulé « Les Congolais rejettent le régime de Kabila ». Follé Dianguy-Toukwa, qui en revendique la direction, est un de ces intellectuels désincarnés qui, à l'instar des chiens perdus sans collier de Gilbert Cesbron, écument le vaste monde en quête de bonnes raisons de dire pis que prendre de son pays d'origine. Manifestement affublé de l'illusion du savoir immédiat, l'homme s'est contenté en fait de compiler des bouts de réflexion sans lien entre elles et dépourvus de contenu étiologique par rapport à la situation actuelle de la République démocratique du Congo sous le leadership de Joseph Kabila. Il s'agit d'articles, on va les appeler ainsi, des chroniqueurs occasionnels Lomomba et Mongo, Jean-Bosco Moulangaluan Kongolo, Babania Kaboudi Mbelu, Georges Nzongola, Roger Mbouangui Puati, Boniface Moussavuli, Augustin Ramazani, Baudouin Mbawechi et Jean-Jacques Omanyundu. Une photo d'un corps d'homme couvert de sang et agonisant orne la couverture de l'ouvrage. Elle est destinée à mettre le lecteur dans l'ambiance sanguinolente qui est supposée être le propre du Congo sous Kabila. Il est permis de douter que cette scène macabre ait eu pour théâtre la République démocratique du Congo, quand on sait qu'à l'occasion des manifestations de mi-janvier 2015 à Kinshasa, les mêmes opposants anti-Kabila de la diaspora avaient déjà abusé de la crédulité des internautes en postant sur la toile une multitude d'images d'incidents imaginaires ou survenus ailleurs pour illustrer la prétendue cruauté des forces de défense et de sécurité congolaises. La chaîne de télévision France 24, très peu suspecte de complaisance envers les autorités congolaises, avait en cette circonstance publié un cinglant démenti à leur sujet sur son site internet dans un article intitulé « Désintox, ceci n'est pas la révolte congolaise ». On y découvre comment les auteurs de ces manipulations avaient utilisé le mensonge au-delà de tout entendement pour embraser leur pays. Pour cela, ils avaient inondé le web de fausses images de prétendues atrocités commises par la police congolaise ou des manifestants à Kinshasa le 19 ou le 20 janvier alors qu'en réalité il s'agissait de photos prises lors d'événements survenus à Haïti, aux Seychelles, au Congo-Brazzaville ou au Burkina Faso et affichées sur les réseaux sociaux depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Il y était même inséré, comble de duplicité, des images tirées d'un film de fiction mettant en scène des acteurs noirs présentés comme des députés congolaises attrapés et punis par des manifestants anti-Kabila furieux de leur trahison. France 24 s'insurgeait contre le fait que ces photos que des petits malins s'étaient empressés de lui transférer étaient présentées comme prises à Kinshasa en janvier 2015 alors qu'elles n'avaient rien à voir avec la révolte congolaise. Les commentaires de la chaîne publique parisienne accompagnant les photos d'une violence extrême étaient sans équivoque. Dès lundi, alors que des étudiants de l'université de Kinshasa s'affrontent avec la police congolaise, des photos des premiers blessés étaient diffusées sur Twitter, notamment celle d'un jeune garçon avec une plaie ouverte très impressionnante au niveau du crâne avec la mention « Des barricades et des affrontements à l'Uniquin aujourd'hui à Kinshasa ». La photo n'a cependant rien à voir avec Kinshasa, et a été publiée pour la première fois en 2012 sur un site d'information des Seychelles et présentée comme la photo d'un soldat blessé. La même journée, une vidéo inédite est publiée sur le compte YouTube World News Video présentée comme les exactions commanditées par le général Kanyama, chef de la police de Kinshasa. Sur ces images choquantes, des personnes s'enfuient pendant que d'autres sont grièvement blessées. Les images datent en réalité du 4 mars 2012 et avaient été filmées lors de l'explosion de la caserne de Mpila au Congo-Brazzaville, qui avait fait au moins 250 morts. Les images les plus retweetées étaient celles de manifestants défiant les forces de l'ordre dans les rues. Certaines ont également été utilisées par des sites en ligne d'information africains. Problème :
La plupart de ces images publiées quelques heures après les heurts de Kinshasa avaient en réalité été prises au Burkina Faso, lors de la révolte du 30 octobre dernier. Autre exemple, une photo qui a été partagée plus de 200 fois sur Facebook est présentée comme celle d'un député de Kabila, frappé par un manifestant. La photo est en réalité extraite du compte Flickr d'un réalisateur de série qui l'avait postée en 2009 en précisant qu'il s'agissait d'une fausse scène de bagarre dans le cadre d'un tournage, de film, à Kinshasa. De tels montages grossiers sont devenus une pratique courante dans les officines d'une certaine opposition congolaise en Europe, qui se sont multipliés ces dernières années pour permettre à des individus peu préparés à un débat démocratique loyal, de dénoncer quasi anonymement et sans la moindre preuve de prétendues atrocités commises par un gouvernement qu'ils détestent ou de terroriser leurs adversaires politiques réels ou supposés. Drôle de démocratie. Le recueil de pamphlets pompeusement intitulé « Les Congolais rejettent le régime de Kabila » de Diangui Toukwa et consorts ne s'écarte malheureusement pas de la même logique. On a droit à une avalanche d'abus de terminologie. Dans la relation des faits par ces faux témoins de l'histoire, une banale interpellation d'un suspect par la police devient enlèvement ou disparition. Il se livre à des attaques en règle contre les cours et tribunaux de l'ordre judiciaire congolais, systématiquement traînés dans la boue, le fait d'appartenir à un parti politique de l'opposition ou une ONG affiliée à la dite opposition étant érigé le plus arbitrairement du monde en une cause d'immunité dans le but de soustraire des auteurs de délits ou crimes de droit commun à la justice. À les suivre, des assassins, violeurs ou auteurs d'abus de biens sociaux ou de spoliation de biens privés devraient bénéficier d'une totale impunité dès lors qu'ils brandissent leur qualité de membres de l'opposition ou d'un groupe assimilé à cette dernière. Dans un article intitulé « Le continent noir ne se porte pas si mal », Karen Rothmeier, une Européenne qui vit au Kenya avec sa famille, a attiré l'attention sur l'image pessimiste qui colle comme une seconde peau à nombre de pays africains. Évoquant particulièrement la République démocratique du Congo qui figure en bonne place parmi les entités ainsi gratuitement vilipendées, elle a aligné quelques évidences comme autant de preuves qu'en dépit du fait qu'ils ne nagent pas encore dans le nirvana d'un paradis sur terre, les Congolais ont aujourd'hui plus qu'hier des raisons de penser que le pire appartient au passé en épinglant, entre autres avancées. Il s'agit là d'indications objectives, d'une indéniable normalisation de la situation au pays de Lumumba. Elles prennent manifestement de court certaines engences pour lesquelles la République démocratique du Congo devrait rester ad vitam aeternam, le ventre mou de l'Afrique pour la réalisation de desseins impérialistes inavoués, et qui, en quête permanente d'opportunités pour atteindre cet objectif, ont fait du régime en place à la tête de la RD Congo leur souffre-douleur. Ces prophètes de malheur n'ont jamais cessé de déclamer urbi et orbi, leur conviction que ce pays est quasiment maudit et ne s'en sortira jamais. Et comme pour donner de la substance à leur thèse de l'impuissance congénitale des élites de ce pays, ils se drapent volontiers dans le manteau de l'ultime recours et s'auto-attribuent la mission de sauver un peuple qui ne leur a pourtant rien demandé de tel. Rothmeier déclare sans prendre des gants qu'elle a du mal à croire que la situation soit réellement aussi désespérée que l'ONU, la Banque mondiale et la plupart des nombreuses ONG le disent. Ces sources, aussi prestigieuses les unes que les autres, font pourtant d'autorité dans l'univers des médias et de certains africanistes, qui s'en délectent pour alimenter des théories manichéistes en vase clos. Le groupe d'intello velléitaires de la diaspora congolaise en Europe et aux USA, auteur du brûlot contre le président Kabila, a donné tête baissée dans la mode du Congo bashing qui en résulte et qui n'est qu'un ersatz de l'afro-pessimisme haineux accent aigu au colonial ambiant reflétant moins une situation réelle qu'une aspiration inavouée de groupes d'intérêts prédateurs qui convoitent notre pays depuis des temps immémoriaux. Michael Schege, de l'Université de Berkeley, USA, cité par Rothmeier, évoque à leur propos « ceux qui ont tout intérêt à ce que l'aide humanitaire perdure », car ils sont dépendants de cet argent et des organisations, telles le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, qui gagnent à présenter les choses de façon négative. Si tout va bien, c'est leur carrière qui chancelle, leur emploi qui disparaît. Tout se passe comme si les signataires de ce véritable hymne à la malédiction de leur propre pays avaient été contaminés par ce mal connu sous le nom syndrome de Stockholm, par lequel une victime adhère inconsciemment à la définition de la situation par son bourreau.
C'est une des explications les plus rationnelles de leur participation volontaire à cette véritable opération d'émasculation politique d'une nation qui leur a donné le jour, et qu'ils regardent avec les yeux des autres en intériorisant avec un zèle suicidaire l'image négative que renvoient d'eux-mêmes les rapports des anciens maîtres qui les prennent en charge loin de la mère patrie. On peut calquer leur attitude sur celle mise en exergue par Karen Rottmeyer lorsqu'elle constata, désabusée, que les attaques les plus virulentes aux conclusions des études optimistes sur le continent africain de Salah Martin et Pinkowski remettant en cause certaines thèses afro-pessimistes, étaient le fait d'Africains bien pensants et desquels elle s'attendait plutôt à un sursaut de fierté légitime. J'ai lu sur le site de la Banque mondiale le commentaire d'un intellectuel ougandais de la diaspora qui a suggéré que si les indicateurs de Martin et Pinkowski révélaient que la pauvreté était en baisse en Afrique, il devrait y avoir quelque chose qui n'allait pas avec ces indicateurs, a-t-elle écrit horrifiée. La plupart de ceux qui se sont associés à la rédaction de l'ouvrage, Les Congolais rejettent le régime de Kabila, sont de ces exilés qui passent le plus clair de leur temps à revendiquer avec une totale inconscience les pires dirigeants du monde, la pire organisation sociale, la pire armée du monde, pour la RD Congo afin de se conformer à la vision négative prédominante répandue par les milieux influents dans leur pays d'exil. Ils sont aussi dangereux pour le devenir de cette jeune nation que les seigneurs de guerre, qui ont ensanglanté le pays de Lumumba au cours de ces dernières années. En effet, à force d'invoquer tous les maux imaginables sur leur terroir, ils le prédisposent à la mise en place d'un environnement propice à leur occurrence. C'est ce contre quoi le professeur Kayemba Ntamba de l'université de Kinshasa se faisait fort de mettre en garde l'intelligentsia nationale, lorsqu'il avait développé sa théorie dite de l'anticipation créatrice ou self-fulfilling prophecy, une prophétie qui entraîne sa réalisation par une sorte d'effet d'entraînement. D'où la nécessité de remettre les choses à leur place par cette clarification qui se veut une réponse aux inepties déversées sur l'opinion publique au sujet d'un pays, dont on se rend bien compte que les détracteurs connaissent bien peu l'évolution réelle depuis qu'ils l'ont quitté il y a de longues années pour une raison ou une autre. Introduction. Franck Fikirini Mwenme Bayou. Ne faisons pas comme l'autruche qui croit qu'il lui suffit de plonger la tête, et les yeux, dans du sable pour échapper à des réalités non vues. Cette réplique à une image tronquée de la RD Congo est rendue indispensable par la nécessité de lever l'équivoque face aux contre-vérités véhiculées sans vergogne sur ce pays dans l'ouvrage intitulé « Les Congolais rejettent le régime de Kabila » par un groupe de compatriotes sous la direction de Follé Dianguy-Toukwa. Il est utile, d'entrée de jeu, de dénoncer la supercherie du dit ouvrage que ses auteurs ont illustré en page de couverture, au mépris des règles déontologiques, par une image violente qu'ils situent aux manifestations politiques de janvier 2015 à Kinshasa. Celle d'un homme baignant dans une mare de sang et qui est, à première vue, tirée de la réclame d'un film enfant non admis. Voilà pour les auteurs haineux anti-Kabila, l'instrument d'intoxication pour tenter de persuader les Congolais et ceux qui, à l'étranger, suivent la situation de la RD Congo que le président Joseph Kabila et son gouvernement passeraient le plus clair de leur temps à tuer leur peuple. Ces affabulateurs tentent de la sorte d'abuser de la crédulité de leurs propres compatriotes, sur lesquels ils répandent des légendes d'infamie qui ne correspondent à aucune réalité vécue. La quasi-totalité des Congolais de la diaspora qui ont eu l'occasion de séjourner ces dernières années dans leur pays ont constaté une transformation en totale contradiction avec l'image infernale qui est véhiculée par ce groupe de lettrés, pour des raisons qui ne sont plus qu'un secret de polichinelle. En effet, étant donné les mesures drastiques prises notamment en Europe pour réfréner l'immigration clandestine en provenance des pays de l'hémisphère sud, certains ressortissants des 10 pays s'activent à peindre les régimes au pouvoir chez eux sous le plus sombre tableau afin de mériter le statut très convoité d'exilés politiques. Comme quoi la politique du ventre n'est pas l'apanage des membres de la seule classe politique vivant sous les tropiques. L'ouvrage de Follé Dianguy-Toukwa et consorts est truffé de falsifications dont la moindre n'est pas cette image en page de couverture qui ne nécessite pas le concours d'un spécialiste manipulation pour être démasquée. On ne voit pas en effet pourquoi le président Kabila, qui se laisse insulter copieusement à longueur de journée par des dizaines de tabloïds et des chroniqueurs très en verve sur les médias audiovisuels qui fleurissent dans tous les coins de son pays sans embastiller qui que ce soit,
en viendrait à tuer uniquement celui-là. En effet, le régime de Joseph Kabila aurait pu larguer sur la rue les militants des partis de sa majorité présidentielle, MP, qui se comptent par centaines de milliers dans toutes les grandes agglomérations congolaises pour contrer les quelques centaines de marcheurs à la solde de l'opposition qui ont battu le pavé à Kinshasa en janvier 2015. Il ne l'a pas fait, préférant par sagesse tendre l'oreille à cette frange de la population instrumentalisée à des fins politiciennes par l'opposition et certaines chancelleries occidentales nostalgiques d'un passé révolu. Il n'est pas logique par ailleurs que le régime de Joseph Kabila ait décidé de tuer seulement les manifestants de janvier 2015 et pas par exemple ceux du 27 septembre 2014, pour ne citer que ce cas parmi tant d'autres prestations de l'opposition qui se sont déroulées sans heurts et avec autrement plus de succès de mobilisation dans la ville de Kinshasa. En effet, le samedi 27 septembre 2014, une marche à laquelle avaient participé les partis d'opposition UDPS, UNC, Parti travailliste, UDEMO, MPCR, RCD, etc., ainsi que plusieurs associations de la société civile proches de l'opposition, dont la Voix des Sans-Voix et l'Association africaine des droits de l'homme, ASADHO, avait eu lieu dans la capitale avec pour objectif de dire non à une éventuelle révision de la Constitution, oui à la tenue d'un dialogue inclusif. Cette marche dont l'objectif, du point de vue développé par Diangui Toukwa et consorts, était supposée mettre mal à l'aise le régime de Kabila, ne fut pas réprimée par respect de la législation relative aux manifestations publiques. La légende destinée à expliquer l'image de couverture de l'ouvrage de Diangui Toukwa et consorts n'apporte pas plus d'éclairage. Elle indique simplement que la photo exhibée serait celle d'un certain Gabi Mamba, dont les auteurs ne livrent ni la qualité, ni l'adresse, ni les circonstances du décès, et même pas le jour précis où le dit décès aurait eu lieu. Le lecteur se contentera seulement d'apprendre que cette victime de la répression aurait été tuée à Kinshasa à balles réelles par la police du régime de Joseph Kabila lors des manifestations des 19, 20 et 21 janvier 2015, comme si un homme pouvait mourir pendant 3 jours d'affilée. Ils ne croient pas nécessaire d'être plus précis pour crédibiliser leurs assertions. À l'évidence, ils n'ont pas beaucoup de respect pour l'intelligence de leur lecteur et s'imaginent qu'il suffit de proférer une assertion noir sur blanc pour que celle-ci soit prise pour parole d'évangile par leur lecteur. Tout ce qui est déclaré comme vérité est susceptible d'être passé au tamis de la raison par quiconque en est doué. Voilà pourquoi il importe d'apporter le maximum de preuves accessibles à toutes les thèses défendues en opposition aux assertions sans fondements écrites par Follé Diangui Toukwa, un ancien mandataire public révoqué de ses fonctions de directeur général de l'Office national du tourisme, une grande entreprise publique congolaise, à la suite d'une opération main-propre décidée par les autorités visées par sa croisade. Il y a certes quelques analyses intéressantes et assez abondamment documentées dans le livre. Les Congolais rejettent le régime de Kabila, notamment sur les enjeux de la colonisation et du néocolonialisme. Nous n'y reviendrons pas. Il est toutefois difficile de comprendre comment ces auteurs en arrivent à greffer Joseph Kabila dans ce système qui lui est pourtant hostile, pour avoir inscrit son action dans un schéma résolument nationaliste néo-lumumbiste. En effet, comment concilier l'analyse de Jean-Jacques Omanyundu Wondo affirmant que le choix de Joseph Kabila comme président en 2001 procédait du fait qu'il fallait à tout prix un président qui poursuive la stratégie néolibérale et hégémonique de la conquête et de la prédation du Congo initiée par les parrains de l'AFDL en 1996, un président Joseph Kabila, au leadership faible, apathique et qui manifeste très peu d'attache au Congo, avec le désamour observé. À l'heure actuelle, entre le dit président et ceux qui sont ainsi supposés l'avoir soutenu hier au sein de la communauté internationale, sinon par l'explication que les faiseurs de rois autoproclamés en Occident seraient devenus inconsolables de s'être lourdement trompés sur le personnage? N'aurait-il pas simplement découvert dans la praxis que Joseph Kabila était en réalité tout autre que les clichés qui lui avaient hâtivement collé à la peau faute de bien le connaître? Omanyundu a beau éructer ses thèses méprisantes sur le 4e chef d'État RD congolais. Il faut être peu au fait des réalités pour croire que Joseph Kabila soit aujourd'hui ce président qui applique la politique néolibérale aux antipodes avec la politique léniniste de Laurent-Désiré Kabila. En réalité,
On retrouve chez Joseph Kabila cette phénoménale capacité de dissimulation qui permit à son illustre géniteur et prédécesseur Mzee Laurent Désiré de dribbler ses alliés rwandais dans la guerre contre Mobutu, avant de les chasser une fois arrivés au pouvoir à Kinshasa. On se rend compte que sur ce thème et sur bien d'autres, Diangi Tukwa et ses amis passent à côté des évidences, car ils préfèrent alimenter un débat ad hominem, devenu stérile et suranné, justifié uniquement par le souci de mener un combat d'arrière-garde au point de faire de la politique une guerre de tranchées. Il n'y a pas que l'usage de la falsification et de la facilité qui intrigue à la lecture de leur ouvrage. Il y a également de leur part une tendance à se substituer abusivement aux institutions démocratiques représentatives du peuple congolais, car ils s'autoproclament sans un quelconque mandat, porte-parole des voix des Congolais de l'intérieur et de la diaspora. Il est à cet effet regrettable que sur des questions fondamentales, on dédaigne de recourir au référendum qui constitue, avec les élections, les seules voies par lesquelles le peuple confie à certains la mission de parler en son nom ou exerce directement sa souveraineté au terme de l'article 5 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Il existe dans ce pays des gens qui ont été élus respectivement en 2006 et 2011, et aucun des signataires du livre, les Congolais rejettent le régime de Kabila, n'en fait partie. Or, comme le précise l'article précité de la Constitution congolaise, aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté. Il s'ensuit qu'une poignée de Congolais, quelle que soit leur qualité personnelle, ne peut s'autoriser de déclarer au nom du peuple, sans l'avoir consulté et sans mandat pour ce faire, qu'il rejette le président et les institutions qu'il a mises en place à travers les élections. Sans suivre les auteurs précités sur cette voie de déclaration dénuée de substance aussi bien juridique, conformité au droit, que logique, conformité au vrai, il convient de ne pas spéculer sur ce que le peuple RD congolais pense de son président. Il suffit de donner la parole à ce peuple lui-même, et l'écouter à travers un sondage réalisé par la Maison Les Points à Kinshasa en juillet 2015. Un sondage publié par plusieurs tabloïds de la capitale congolaise. Les chiffres sont éloquents. Ils contredisent totalement la thèse d'un prétendu désamour entre Joseph Kabila et son peuple. Bien sûr, en les interprétant, on découvre notamment qu'il y a un réel souci de voir améliorer le social. Mais la satisfaction générale par rapport à l'action de Joseph Kabila est exprimée par 68% des personnes sondées dans la ville de Kinshasa, réputées frondeuses et acquises à l'opposition. Ceci est d'ailleurs aussi une supercherie qu'éclaircit le sondage sus évoqué, dont les données renseignent que 67% de la population ne sont ni de la majorité ni de l'opposition, 11% sont de la société civile. La population quinoise politiquement motivée représente donc seulement 22% de l'ensemble de la population de la capitale congolaise, pourcentage que l'opposition et la majorité se partagent aux échelles respectives de 14 et 0,8%. L'opposition qui se base sur cette légère avance pour décréter Kinshasa ville acquise à ses thèses doit revoir ses calculs, car elle fait fi des 67% de personnes non motivées politiquement et des 11% des citoyens actifs dans la société civile qui ne sont pas tous sympathisants d'un camp politique ou d'un autre. Il est curieux que les redresseurs de tort autoproclamés se soucient uniquement du départ de Joseph Kabila de son fauteuil de président de la République sans présenter aucun projet alternatif. On se retrouve au degré zéro de la politique où les acteurs ne se préoccupent que de prendre la place des autres sans garantir qu'ils pourront faire mieux, ou autant que ceux qu'ils veulent remplacer pour le bien du peuple. Même les moins cultivés des Congolais ne sont plus dupes à ce sujet. C'est le lieu de rappeler aux intellectuels qu'ils ont la responsabilité de ramener la discussion politique au vrai débat qui vaille, à savoir ce que les Congolais voudraient que le Congo devienne dans les années à venir au lieu de les embourber dans des proclamations du genre égocentrique, « ôte-toi de là que je m'y mette », lesquelles ne peuvent qu'appeler platement son pendant, « j'y suis et j'y reste ». Il faut élever la pensée et l'agir politique au-dessus du ventre et au-delà de l'ego surdimensionné d'une bande d'exilés nostalgiques et chahuteurs. Chapitre 1 – Au-delà du débat constitutionnel, le point de vue de la majorité silencieuse sur le mandat de Kabila. Franck Fikirini Mouen Mebayou. Ils étaient jusque-là les oubliés du débat politique en cours.
eux qui constituent le peuple et que les belles plumes qualifient à juste titre de majorité silencieuse. Les politiques, dans la majorité comme dans l'opposition, parlent en leur nom, souvent sans se soucier le moins du monde de savoir quel est leur point de vue. La maison de sondage Les Points installée à Kinshasa leur a accordé la parole en ce mois de juillet 2015 pour qu'ils disent eux-mêmes ce qu'ils pensent au sujet des questions qui alimentent le débat politique actuel en République démocratique du Congo. Si cela ne dépendait que d'eux, le président Joseph Kabila, élu en 2006 et réélu en 2011 donc interdit par la Constitution RD congolaise de rempiler en 2016 devrait bénéficier d'un mandat supplémentaire pour poursuivre son œuvre. Satisfait de son œuvre, le peuple ne conçoit pas l'après-Kabila maintenant. Les résultats du sondage quantitatif réalisé par la Maison Les Points sur un échantillon de 1000 personnes dans la capitale congolaise sont très instructifs et même surprenants. À l'évidence, l'opinion de la majorité silencieuse est aux antipodes du verbiage politicien. Pour elle, les œuvres du président sont évidentes et fort appréciables. 68% des personnes interrogées sont de cet avis contre 28% qui disent ne pas être satisfaites des réalisations de l'actuel locataire du palais de la Nation de la Gombe. 60% des enquêtés sont d'avis qu'il sied d'accorder à Joseph Kabila Kabange la chance de poursuivre une œuvre qui porte des fruits en lui accordant un mandat supplémentaire, pendant que 31% pensent le contraire. 9% de personnes interrogées se sont abstenues de répondre à cette question qui fait l'impasse sur les dispositions constitutionnelles en vigueur. L'opposition constitue-t-elle une alternative crédible ? Pour la première fois, un jugement de valeur de l'opinion publique sur l'opposition congolaise que peu de chercheurs introduisent dans leurs enquêtes a été abordé dans un sondage. Constitue-t-elle une alternative crédible pour ce pays avec ses problèmes prioritaires ? 59% des sondés estiment que non. 31% des personnes interrogées lui font confiance pendant que 10% se sont abstenus de répondre à la question. Les personnes qui ont répondu aux questions du sondage Les Points se sont définies à 14% comme favorables à l'opposition et 8% proches de la majorité au pouvoir tandis que 11% se sont déclarés membres de la société civile et, à ce titre, apolitiques, et 67% sans opinion ni appartenance à quelque courant politique ou social que ce soit. Cette dispensation renferme plusieurs renseignements susceptibles de bouleverser nombre d'idées reçues. Ainsi, les milieux politiques qui multiplient gesticulations, intrigues et discours populistes ne représentent en réalité, toutes tendances confondues, que 22% de la population quinoise, alors que les citoyens non engagés aussi bien socialement que politiquement constituent 67% de la même population. On comprend pourquoi il y a toujours de la clientèle disponible pour les partis politiques nouvellement créés. Mais on découvre surtout qu'il faut se méfier des prétentions des uns et des autres d'avoir le peuple derrière eux. Nous laissons le lecteur découvrir lui-même les résultats du sondage tels que présentés par la Maison Les Points. 1. Fiche technique et méthodologie du sondage. Comme pour toute enquête quantitative, cette étude présente des résultats soumis aux marges d'erreur inhérentes aux lois statistiques. Intervalle de confiance à 95% de chance. La marge d'erreur varie en fonction de la taille de l'échantillon et du pourcentage observé. Dans le cas d'un échantillon de 1000 personnes, si le pourcentage mesuré est de 20%, la marge d'erreur est égale à 2,5. Le vrai pourcentage est donc compris entre 17,5% et 22,5%. 2. Renseignements généraux. À son accession à la souveraineté nationale et internationale en 1960, la République démocratique du Congo s'est ouverte à un nouvel avenir de grandeur. Puissance au cœur de l'Afrique, cette grandeur rejaillissait aussi sur le continent tout entier au regard, non pas seulement de sa position stratégique, mais aussi de son potentiel économique et minier convoité de tous. Un enjeu de cette grandeur passait par l'engagement effectif des fils et filles de la RD Congo de transformer les potentialités de leur pays en richesses concrètes, mais aussi de transformer le pays pour le mettre au diapason des normes infrastructurelles internationales. Malheureusement, les convoitises de tous ordres de par le monde, particulièrement en Occident et les antagonismes politiques intérieurs, couplés à une mégestion sans cesse grandissante, ont plongé le pays dans une profonde régression. De l'économique aux infrastructures,
tous les indicateurs étaient vite passés au rouge avant que le pays ne s'inscrive pour longtemps au bas des statistiques, en contradiction avec les énormes potentialités dont il regorge. La courbe descendante a ainsi continué à frôler les bas-fonds jusqu'à ce que, grâce à un sursaut nationaliste inattendu, des fils et filles du pays se lèvent avec beaucoup de courage et de persévérance contre une dictature vermoulue qui avait longtemps paupérisé le pays sur tous les plans. On avait cru que la chute de la dictature allait coïncider avec un nouvel espoir pour un avenir radieux pour le pays. Mais c'était compté sans la farouche détermination des groupes d'intérêts mercantilistes qui tenaient à tout prix à maintenir la RD Congo sous coupe réglée en y suscitant allègrement des cycles d'agression et de rébellion. L'assassinat le 16 janvier 2001 de Mzee Laurent Désiré Kabila, le révolutionnaire tombeur de Mobutu, a constitué à cet égard un véritable coup de tonnerre dans le firmament des patriotes congolais. Beaucoup assimilent cette élimination du libérateur à la réalisation d'une malédiction pour le pays de Lumumba, son inspirateur. Lorsqu'il accède à la magistrature suprême après l'assassinat de son père et camarade de lutte, le nouveau président, Joseph Kabila, prend vite la mesure de l'urgence qui impose une action en profondeur pour redresser le bateau en perdition. Aux efforts de pacification et de réunification qu'il impose au pays et aux apprentis sorciers qui en préparaient la balkanisation, viendront s'ajouter des programmes de reconstruction et de modernisation qui, en quelques 8 années, ont pu donner une nouvelle image qui progressivement change la RD Congo des années coloniales et post-coloniales. À la faveur de ces programmes des 5 chantiers, 2006 à 2011, puis de la révolution de la modernité, de 2011 à ce jour, le pays subit sans désemparer une véritable cure de normalisation. On assiste depuis lors à des améliorations inédites dans les secteurs des infrastructures routières, aéroportuaires, fluviales et ferroviaires, en passant par l'économie et les finances ou la desserte en énergie, qui présentent de plus en plus une image de modernité. Aujourd'hui, par exemple, il est possible de joindre Lubumbashi par la route au départ de Kinshasa. Il n'est donc pas étonnant que, à la suite du président de la République, nombre de Congolais commencent à croire en la possibilité d'une émergence de la RD Congo à l'horizon 2030. Bien entendu, il reste encore du travail au plan social pour atteindre cet objectif, mais unanimement, les observateurs reconnaissent que les performances déjà remarquables et l'élan pris par la RD Congo ne laissent aucun doute quant au réalisme d'une telle vision optimiste. C'est sur la base de ces réalisations et de ces observations qu'a été initié le présent sondage qui a pour but de mesurer effectivement le niveau de reconnaissance de ces améliorations et de leur apport dans la vie des Congolais en général et des habitants de Kinshasa, ville frondeuse et théoriquement acquise à l'opposition en particulier, ainsi que leur appréciation des œuvres que le président Joseph Kabila Kabange a, du moins à ce stade, accomplies pour leur pays. Cette enquête par sondage a été réalisée dans la capitale congolaise, du 17 au 18 juillet 2015 auprès d'un échantillon de 1000 personnes, représentatif de la ville de Kinshasa, répartis selon les tendances politiques dont 67% issus de la couche la plus majoritaire des Kinois n'appartenant à aucune tendance politique ni à la société civile, contre 14% de Kinois très engagés dans l'opposition, 8% partageant les idées de la majorité au pouvoir et 11% se réclamant de la société civile, un nouveau concept très en vogue qui se réfère à des citoyens qui ne se soucient que des questions liées au bien-être collectif sans parti pris d'ordre idéologique. Après stratification des données récoltées sur le terrain, 68%. Graphique 1. Des Kinois reconnaissent les actions à impact visible et durable réalisées par le président Joseph Kabila depuis son avènement à la tête du pays. Dans cette catégorie des répondants, 9% graphique 2 sont des sympathisants de l'opposition, 92% graphique 3 avouent appartenir à la majorité présidentielle, 61% graphique 4 à la société civile et 79% graphique 5 au reste de la population, ce qui représente la majorité des Kinois. Ce groupe des répondants, tout en se plaignant des insuffisances de la politique sociale du gouvernement qui continue à battre de l'aile, estime que le chef de l'État a réalisé des actions qui ont contribué à améliorer l'image de marque de la RD Congo dans le domaine des infrastructures. Certains des enquêtés, congolais de la diaspora approchés par nos enquêteurs,
ont reconnu avec beaucoup d'enthousiasme l'utilité et la pertinence des actions réalisées par le chef de l'État. À la question de savoir si on devrait accorder au président Kabila une nouvelle chance de poursuivre son œuvre, les Quinois trouvent que cela devrait faire l'objet d'un dialogue politique entre toutes les forces vives de la nation et particulièrement la classe politique. Cela devrait, à leur avis, passer par un accord en vue de l'organisation d'un référendum sur la question. Ils sont 60%, graphique 6, des Quinois à soutenir l'idée d'une éventuelle prolongation du mandat du chef de l'État, tout en mettant l'accent sur le social qui reste le point faible de la gestion du pays par Kabila. Quant à savoir si l'opposition politique congolaise représente une alternative pour continuer avec les actions de la modernisation de la RD Congo qui ont été amorcées par le président Kabila, 59%. Graphique 11, des Quinois en doute, estimant que l'opposition ne constitue pas une alternance crédible pour poursuivre l'élan de la modernisation de la RD Congo, car l'opinion publique est trop tenue en haleine par les sempiternelles querelles et les divisions qui naissent au jour le jour dans le camp de l'opposition ainsi que les balbutiements enregistrés dans les prises des décisions de ses leaders. Allusion est faite à cet égard aux revendications se rapportant au calendrier électoral voulu global dans un temps et partiel dans un autre, et aux disputes internes sur le dialogue national, lesquelles ne rassurent guère quant aux chances de voir émerger dans cette cacophonie un leadership efficace et soucieux du bien-être de la population. Par contre, 31%, graphique 11, des Quinois maintiennent leur confiance aux forces politiques de l'opposition et trouvent que celles-ci représentent une alternative crédible pour assurer la continuité de la modernisation de la RD Congo, même sous un autre chef d'État. Résultat de l'enquête. Question 1. Êtes-vous satisfait des réalisations du président Kabila? Réponse. Question 2. Pensez-vous qu'on devrait accorder au président Kabila une nouvelle chance de poursuivre son œuvre? Question 3. Pensez-vous que l'opposition politique congolaise représente une alternative crédible pour continuer avec les actions de la modernisation de la RD Congo, comme amorcées par le président Kabila? Réponse. Chapitre 2, des controverses stériles et surannées. Yvan Vangu Njimbi. Parmi les nombreuses expressions phares de la sagesse africaine, il y en a une qui exprime avec une lucidité implacable le caractère symptomatique et suranné de certains comportements. C'est celle selon laquelle la bave du crapaud ne pourra jamais atteindre l'aigle qui vole. S'il est de bonne loi que chaque peuple écrive son histoire, en République démocratique du Congo, force est de constater que quelques apprentis sorciers, politiques et intellectuels autoproclamés, souvent aveuglés par des rancœurs et rancunes généralement subjectives, ont investi l'espace de l'écriture en prenant malheureusement le contre-pied non seulement des historiens et des faits historiques, mais aussi de la réalité elle-même au point de octroyer, en la matière, des pouvoirs que même les théologiens ne reconnaissent pas à Dieu le Tout-Puissant. La capacité de gommer et ou de modifier le passé, en plus de voler au bon peuple la clé du devenir historique et politique de la société congolaise dans laquelle il vit, après révision et falsification du présent. Ainsi, 10 auteurs congolais basés en dehors du pays ont lu, avec leurs propres lorgnettes et leurs a priori, sous la direction de Follé Dianguitukwa, la réalité sociopolitique et l'évolution de la période historique immédiate de la République démocratique du Congo. Belle initiative en principe. Hélas, l'objectif négativiste clairement affiché, avec une couverture faisant fi de tous les principes déontologiques, a été validé jusqu'à la fin puisque les auteurs en sont arrivés, par des raccourcis et des contradictions parfois vertigineuses, à la conclusion alchimique qui fait l'objet du titre pompeux de leur ouvrage collectif. Les Congolais rejettent le régime de Kabila. En tout état de cause, même si on a du mal à suivre le fil conducteur et à comprendre la logique à l'œuvre dans cette compilation d'états d'âme qui avance des faits en les invalidant au fur et à mesure que les auteurs rivalisent de formules dans une logorée mal contrôlée, cette publication qui, de l'aveu même des auteurs, se veut un écho au discours d'auto-valorisation d'une frange de l'opposition politique extérieure en quête de repères appelle quelques interrogations. Les réponses à ces interrogations peuvent avoir l'avantage d'éclairer sur le ressort à la base de ce qui apparaît désormais comme un acharnement gratuit
contre un homme d'État et son régime que certains vouent aux gémonies après l'avoir parfois servi avec un zèle qu'ils estiment peu ou pas récompensé, et de nous épargner d'une plongée dans le profil psychologique de ces auteurs qui ressassent des contre-vérités déjà largement démenties et dépassées dans la réalité sur la personne de Joseph Kabila. Pour mémoire, Joseph Kabila Kabange, alors l'un des plus jeunes officiers généraux congolais, est arrivé à la tête de la République démocratique du Congo en janvier 2001 dans des conditions très peu enviables même pour ceux qui ont fait de la politique une seconde nature. En effet, non seulement il est frappé dans sa chair par l'assassinat de son père le président Mzee Laurent Désiré Kabila, mais il hérite à 30 ans d'un pays déchiré par des guerres, en faillite économique, dépourvu d'infrastructures viables, inexistant sur le plan international, sans véritable force de défense et de sécurité, bref un État fantôme. Prenant courageusement appui sur les prérogatives de sa fonction, et avec le concours de compatriotes issus de tous les horizons, il se fixe pour mission de réconcilier l'immense pays dont il tient les rênes avec les fondamentaux d'un État en remettant la RD Congo à l'endroit et en ordre de marche. Pour atteindre cet objectif, il se fait violence et adopte une attitude d'humilité et résolument constructive qui contraste avec celle des chefs charismatiques et égocentriques, produits de l'histoire de la plupart des nations africaines contemporaines. Des formules de gouvernance politico-économique et sociale inédites comme le 1+4, un président et 4 vice-présidents, sont expérimentées et des grands-messes politiques destinées à mettre face à face tous les frères ennemis des multiples rébellions qui écument l'arrière-pays avec son gouvernement pour favoriser le retour de la paix seront plusieurs fois organisées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Certes, des spécialistes mieux renseignés pourront en temps utile dresser le bilan de la gouvernance de Joseph Kabila. Cependant, force est de constater que 14 années plus tard, même si tout le monde reconnaît, le président Kabila en premier, que beaucoup reste encore à faire, les observateurs objectifs s'accordent pour admettre que des progrès substantiels ont été enregistrés dans la reprise en main du destin national. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.